However, find a scam. Hélène ouvrit la bouche pour répondre, mais une nouvelle voix l'interrompit. Techniquement, il a raison. Tous étournèrent. Un homme plus âgé était sorti de l'un des bureaux privés. Il était vêtu de la sobriété de celui qui n'a pas besoin de démontrer son autorité. Sa plaque l'identifiait comme le directeur de l'agence. Monsieur Arthur Mercier s'approcha à pas mesurés, ses yeux évaluant la situation avec la précision de celui qui a tout vu en des décennies de banque. Informaten, yala manika. And then it is ordina, paricona. Et vous l'aurez, dit monsieur Arthur. Mais cela doit être fait correctement, comprenez-vous? Si nous faisons cela mal, vous pourriez tout perdre. Les larmes menaçaient à nouveau, mais Matisse les retint. Il avait appris depuis petit que pleurer ne résolvait pas les problèmes. Agir, oui. Combien de temps? Demanda-t-il. Sa voix était à peine un murmure. Avec tous les documents en ordre, quelques jours peut être une semaine. Une semaine? La panique lui serra la gorge. Avec qui vivez-vous? Avec ma grand-mère. Elle sait que vous êtes ici? Matisse baissa le regard. Le silence fut une réponse suffisante. Monsieur Salcedo s'approcha de monsieur Arthur avec la familiarité de celui qui partage des cercles sociaux. Arthur, vous connaissez la loi. Cet argent doit être gelé jusqu'à ce qu'il y ait une enquête complète. Pour le bien du garçon, bien sûr. La voix de monsieur Salcedo avait un ton de triomphe à peine contenu. Mon garçon, on t'a dupé. Quelqu'un t'a utilisé pour atteindre cet argent, et maintenant qu'il est exposé, probablement que cet ami disparaîtra avec tout. Les mots frappèrent Matisse, comme des coups de poing. Non, monsieur Thomas n'était pas comme ça. Il ne pouvait pas faire ça. Ou si. Nous devons contacter votre tuteur légal immédiat, dit monsieur Arthur avec fermeté, mais non sans amabilité. Votre grand-père était un homme très prudent avec son argent. Les jambes de Matisse tremblèrent. Il dut s'appuyer contre le comptoir. Monsieur Salcedo avait retrouvé un peu de sa contenance, mais son visage était tendu. Ses yeux se déplaçaient rapidement, comme ceux d'un animal cherchant une issue. C'est ridicule, dit sa voix maintenant contrôlée mais acérée. Un enfant ne peut pas gérer ce type de compte. C'est légalement impossible. 8 chiffres, 8 nombres, qui représentaient plus d'argent qu'il n'avait jamais imaginé qu'il en existait dans le monde réel. Son monde avait été fait de pièces comptées, de centimes économisés, de nuits à calculer s'il y avait assez pour le pain du lendemain. Cela doit être une erreur. La voix de monsieur Salcedo brisa le silence comme du verre qui se brise. Hélène secoua la tête, son professionnalisme intact, mais son regard avait changé en observant Matisse. « Je n'ai pas une semaine. Ma grand-mère. »« Votre grand-mère ira bien, » interrompit monsieur Salcedo avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis sûr que monsieur Thomas prend très bien soin d'elle en ce moment. » Il y avait quelque chose dans ces mots, une insinuation sombre qui fit tordre l'estomac de Matisse. « Que voulez-vous dire ?»« Rien, mon garçon. » Le silence de la Banque centrale métropolitaine était de ce genre de silence onéreux, celui qui sent l'argent frais et l'ambition vernie. Les lumières LED se reflétaient sur le marbre du sol, créant des scintillements qui semblaient juger quiconque n'appartenait pas à ce monde. Matisse serra la sangle de son sac à dos. Ses doigts tremblaient, non pas de froid, mais de ce mélange explosif entre détermination et peur que seuls connaissent ceux qui ont dû grandir trop vite. « Je veux juste voir mon solde », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. La phrase resterait gravée dans sa mémoire pour toujours, car ce qui était sur le point de se produire allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle de toutes les personnes présentes dans ce lieu. La matinée avait commencé comme toutes les autres. Matisse s'était réveillé avant l'aube dans le petit studio qu'il partageait avec sa grand-mère. L'odeur de café allongé et de pain rassis emplissait l'air. Il n'y avait aucune plainte dans ses yeux, seulement une lumière. Cette lumière têtue qu'ont ceux qui refusent d'abandonner, peu importe le nombre de fois que la vie les pousse à terre. « Tu pars déjà, mon enfant ?» La voix de sa grand-mère était fragile, comme du papier de soie sur le point de se déchirer. « Oui, grand-mère. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à faire. Fais attention. Le monde dehors. »« Je sais. » Matisse embrassa son front ridé. « Je reviens vite. » Il glissa l'enveloppe jaune dans son sac à dos. Cette enveloppe qu'il avait protégée pendant des semaines comme un trésor, car c'en était un. C'était la différence entre l'espoir et le désespoir. Le bus l'emmena au centre-ville. En regardant par la fenêtre, il se souvint des paroles de monsieur Thomas, le vieil homme du marché qui avait tout changé des semaines auparavant. « Matisse, tu vends toujours des bonbons ?» L'enfant avait hoché la tête, montrant sa boîte de sucreries. « Je vais te dire quelque chose, mon garçon. Il y a un meilleur moyen d'aider ta grand-mère, mais tu dois être courageux. » Monsieur Thomas lui avait donné un papier avec une adresse et un numéro de compte. C'était à ton grand-père. On ne te l'a jamais dit parce qu'on pensait que tu étais trop jeune.
Mais je sais que tu as le cœur d'un homme. Matisse avait senti le sol bouger sous ses pieds. Mon grand-père? Mais il est mort il y a des années. Je sais. C'était mon meilleur ami. Et avant de partir, il m'a fait promettre quelque chose. Que quand tu verrais de tes propres yeux à quel point la vie est dure, je te donnerai ceci. Ce moment est arrivé, n'est-ce pas? Les larmes avaient roulé sur les joues de Matisse, tandis qu'il acquiesçait. Et maintenant, il était là, devant les portes vitrées de la Banque centrale métropolitaine. Le bâtiment semblait un géant d'acier et de verre conçu pour intimider les petits. Il prit une profonde inspiration et entra. L'agent de sécurité, Jean, le regarda de haut en bas. Son regard n'était pas cruel, mais pas non plus aimable. C'était le regard de quelqu'un habitué à classer les gens en 2 secondes. « Venez-vous avec un adulte ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Je suis seul. J'ai besoin de consulter un compte. » Jean haussa un sourcil, mais ne dit rien de plus. D'un geste, il lui indiqua de se diriger vers la file d'attente. La salle était pleine. Des cadres consultaient leur téléphone. Des dames au sac de marque soupiraient avec impatience. Et Matisse, avec son sac à dos rapiécé, ressortait comme une tache sur une robe blanche. Les regards le transperçaient, certains avec curiosité, d'autres avec un dédain à peine dissimulé. « Tu n'as pas ta place ici », semblaient crier ses regards. « Parse, avant de te ridiculiser. » Mais Matisse serra l'enveloppe jaune contre sa poitrine et resta debout. Alors, la porte principale s'ouvrit avec un fracas d'importance fabriqué. Monsieur Arnaud Salcedo entra comme si la banque avait été construite spécialement pour lui. Sa présence remplissait l'espace d'une manière presque grotesque. 2 femmes cadres le suivaient, riant à ses commentaires de ce rire professionnel que l'on apprend dans les grandes écoles de commerce. « Hélène !» cria-t-il vers le secteur de la direction. « Vous me faites encore attendre comme un simple client ?» La directrice Hélène sortit de son bureau avec un sourire diplomatique. « Monsieur Salcedo, quelle surprise! Nous n'avions pas votre visite à l'ordre du jour. L'argent ne s'inscrit jamais à l'ordre du jour, ma chère. L'argent arrive, c'est tout. » Un autre rire. Les cadres le répétèrent comme des échos entraînés. Matisse observait tout depuis sa place dans la file. Il y avait quelque chose dans la manière de se mouvoir de cet homme qui lui retournait l'estomac. C'était l'arrogance faite personne, la certitude que le monde lui devait des révérences. Monsieur Salcedo s'approcha du guichet principal, ignorant royalement la file. Personne ne protesta, personne n'osa. Et alors ses yeux tombèrent sur Matisse. « Qu'avons-nous ici ?» dit-il à haute voix, le désignant d'un geste théâtral. « La banque accepte maintenant les visites scolaires ?» Quelques rires nerveux éclatèrent parmi les présents. Matisse sentit la chaleur lui monter au visage, mais garda un regard ferme. « Je fais une démarche, monsieur. »« Une démarche ?» Monsieur Salcedo s'approcha. Son sourire était celui d'un chat jouant avec une souris. « Et quel genre de démarche quelqu'un comme toi peut-il avoir dans une banque comme celle-ci » Le venin dans le mot « toi » était impossible à ignorer. Hélène intervint d'une voix professionnelle mais tendue. « Monsieur Salcedo, tous les clients méritent. »« Clients » l'interrompit-il avec un autre éclat de rire. « Écoute, mon garçon, ce n'est pas une tirelire. Ici, des millions circulent, pas des centimes de bonbons. » Le coup verbal résonna dans le silence soudain de la banque. Matisse sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Mais ce n'était pas des larmes qui menaçaient de couler. C'était quelque chose de plus fort. C'était la dignité. « Je veux juste voir mon solde », dit-il d'une voix claire en sortant l'enveloppe jaune. « J'ai tous les documents. » Monsieur Salcedo prit l'enveloppe du bout des doigts, comme si c'était des ordures, et l'ouvrit avec un dédain étudié. Il lut la première ligne, puis la seconde. Son sourire s'élargit, plus cruel. « Compte numéro 4 en Tassin 582, 1967, 3301. » lut-il à haute voix. « Sais-tu quel genre de compte ont ces vieux numéros ?» Matisse ne répondit pas. Son cœur battait si fort qu'il pensa que tout le monde pouvait l'entendre. Des comptes abandonnés, fermés, oubliés. Monsieur Salcedo lui rendit l'enveloppe d'un geste méprisant. « Quelqu'un s'est sûrement moqué de toi. Ou pire, on t'arnaque. Rentre chez toi, petit. Ce n'est pas un endroit pour les illusions. » Les femmes cadres rirent de nouveau. Hélène détourna le regard, mal à l'aise, mais sans intervenir. Jean, l'agent de sécurité, fit un pas en avant. Son expression avait changé. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Pitié? Respect? C'était difficile à dire, mais Matisse ne bougea pas. « Je veux vérifier, » insista-t-il, sa voix maintenant plus forte. « J'ai le droit de savoir. »« Droit ?» Monsieur Salcedo se tourna vers Hélène. « Allez-vous continuer à permettre ce cirque ?» Hélène soupira. Elle regarda Matisse. Puis elle regarda les papiers qu'il tenait de main tremblante mais ferme.
et quelque chose dans son expression professionnelle se brisa légèrement. « Il est dans son droit de vérifier n'importe quel compte avec la documentation adéquate, dit-elle finalement. « Oh, s'il vous plaît. » Monsieur Salcedo croisa les bras. « Bien, je veux voir ça. Je veux voir la tête de ce gamin quand il découvrira qu'il n'y a que des zéros, ou pire, que le compte n'existe même pas. » Il s'appuya contre le comptoir avec l'attitude de quelqu'un sur le point de savourer un spectacle. « Allez mon garçon, montre-nous ta fortune. » Hélène tendit la main. Mathis lui remit tous les documents avec une prudence presque religieuse. L'acte de naissance, la carte d'identité de son grand-père décédé, le certificat de décès, les papiers de succession que M. Thomas l'avait aidé à gérer en silence pendant des semaines. La directrice les examina un par un. Son expression devint plus sérieuse à chaque page. « Qui vous a aidé avec ces documents ?» demanda-t-elle. Non pas avec dureté, mais avec une curiosité sincère. « Un ami de mon grand-père. Il a dit que c'était important de bien faire les choses. » Hélène hocha lentement la tête, puis se tourna vers son ordinateur. Le silence dans la banque devint épais, lourd. Même M. Salcedo avait cessé de sourire. Il regardait l'écran de l'ordinateur avec l'expression de quelqu'un qui anticipe une victoire facile. Les doigts d'Hélène volaient sur le clavier. Clic, clic, clic. Numéro de compte 4J5582 murmura-t-elle. Nécessite une vérification de niveau 4. Un instant. Elle se leva et disparut dans son bureau. Les secondes s'étirèrent comme du vieux chewing-gum. Mathis pouvait sentir tous les regards sur lui, certains avec curiosité, d'autres avec une pitié anticipée. Monsieur Salcedo tambourinait des doigts sur le comptoir de marbre. Chaque coup un rappel de son impatience et de son arrogance. Quand Hélène revint, son visage était illisible. « Le compte existe », dit-elle simplement. Monsieur Salcedo laissa échapper un petit rire. « Bien sûr qu'il existe, avec 3 € et un bouton cassé, sûrement. » Hélène s'éclaircit la gorge. « Pour accéder au solde complet, j'ai besoin d'une autorisation supplémentaire. Ce type de compte a des protocoles spéciaux. » « Protocoles ?» Monsieur Salcedo se mit à rire. « Pour le compte d'un enfant, Hélène, vous perdez votre touche professionnelle. » Elle l'ignora. Elle passa un appel depuis le téléphone du comptoir, parla à voix basse, hocha la tête plusieurs fois, raccrocha. Le directeur donnera son autorisation dans 2 minutes. Ces 2 minutes furent les plus longues de la vie de Mathis. Il pouvait sentir la sueur dans ses paumes, le poids de son sac à dos, le souvenir de sa grand-mère préparant du café allongé ce matin-là, le visage de M. Thomas lui disant « Sois courageux ». Un son sur l'ordinateur. Hélène regarda l'écran, ses yeux s'écarquillèrent. Juste une seconde, mais ce fut suffisant. « Et alors ?» M. Salcedo se pencha sur le comptoir. « Éclairez-nous. Combien a le petit ?»« 10, 20 €. » Hélène tourna l'écran et le monde s'arrêta. Les chiffres brillaient sur l'écran comme des étoiles impossibles, chiffre après chiffre après chiffre, une somme qui n'avait aucun sens, qui défiait toute logique. L'éclat de rire de M. Salcedo mourut dans sa gorge comme un oiseau contre une vitre. Les femmes cadres cessèrent de sourire. Jean, l'agent de sécurité, fit un pas involontaire en avant. Et Mathis, les yeux pleins de larmes qui n'étaient pas de tristesse, mais de quelque chose de beaucoup plus complexe, murmura. « C'est mon solde. » Hélène hocha lentement la tête. « Oui, et il y a plus, beaucoup plus. » Monsieur Salcedo avait pâli. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans émettre de son, car sur cet écran, il n'y avait pas de centime de bonbons. Il y avait l'héritage d'un homme qui avait travaillé en silence toute sa vie, qui avait investi avec sagesse, qui était mort sans se vanter, et qui avait tout laissé, absolument tout, pour le petit-fils qu'il avait à peine connu, mais en qui il avait aveuglément confiance. Les larmes de Mathis roulèrent enfin, non pas pour l'argent, mais parce qu'à ce moment, il comprit que son grand-père, qu'il n'avait jamais vraiment connu, l'avait aimé plus qu'il n'aurait jamais imaginé, et que les rires des arrogants se figent toujours, toujours, face à la vérité. L'air dans la banque centrale métropolitaine était devenu irrespirable, non pas par manque d'oxygène, mais par le poids de ce qui venait d'être révélé. Les chiffres à l'écran continuaient de briller, indifférents au chaos émotionnel qu'ils avaient déclenché. Mathis ne pouvait détacher ses yeux de ces chiffres. Ce n'était plus le regard distant d'une directrice, c'était le regard de quelqu'un qui venait d'assister à quelque chose d'extraordinaire. « Il n'y a pas d'erreur, monsieur Salcedo. Le compte est vérifié. Les documents sont légitimes. Le garçon est le bénéficiaire légal de tous les actifs de son grand-père. » « Actifs ?» Mathis cligna des yeux. « Qui a-t-il d'autre à part l'argent ?» Hélène hésita, regarda l'écran, puis regarda l'enfant. « Propriété, investissement, action,
Un mineur ne peut pas accéder directement à des fonds de cette magnitude sans un tuteur légal autorisé, expliqua-t-il, s'adressant à Matisse avec une gentillesse qui contrastait brutalement avec le traitement de M. Salcedo. Le cœur de Matisse se serra. Mais M. Thomas a dit que... Qui est M. Thomas? Demanda M. Arthur. Un ami de mon grand-père. Il m'a aidé avec les papiers. Il a dit que quand j'aurai tout, je pourrais... Exactement. Il y avait quelque chose dans son ton. Quelque chose qui fit froncer les sourcils l'agent de sécurité, depuis sa position. M. Arthur acquiesça lentement. Le protocole exige que le compte soit temporairement bloqué jusqu'à vérification de tous les aspects légaux. C'est pour la protection du bénéficiaire. Non, la voix de Matisse sortit plus fort qu'il ne l'avait voulu. Ma grand-mère est malade. Elle a besoin de médicaments. Nous avons besoin de cet argent. Juste qu'il est curieux que vous apparaissiez ici seul avec des documents qui sont mystérieusement en ordre et que personne d'autre ne sache rien. Cela ne vous semble pas pratique? Hélène intervint, sa voix tendue. Monsieur Salcedo, êtes-vous en train d'insinuer? Je n'insinue rien. Il leva les mains dans un geste d'innocence étudié. J'observe simplement, et je recommanderais à Monsieur Arthur de signaler cela aux autorités compétentes pour protéger l'enfant, bien sûr. Matisse sentit les murs se refermer sur lui. Autorité, enquête. Il avait seulement voulu aider sa grand-mère. Il avait seulement voulu faire ce qui était juste. J'ai une meilleure idée. La voix de Jean, l'agent de sécurité, surprit tout le monde. Monsieur Salcedo le foudroya du regard. Personne n'a demandé votre avis. Je le donne quand même. Jean s'approcha du groupe avec une assurance tranquille. Je connais Monsieur Thomas. Le silence fut absolu. Pardon? Hélène cligna des yeux. Thomas Dubois. Il a travaillé dans cette banque pendant 30 ans. Il a pris sa retraite il y a longtemps. C'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Jean regarda directement Matisse. S'il vous a aidé avec ses papiers, vous pouvez être sûr que tout est en ordre. Coïncidence, ricana M. Salcedo. Un employé défendant un autre employé. Ancien employé, corrigea Jean. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une réputation. Quelque chose que l'argent ne peut acheter, M. Salcedo. Le coup verbal fut subtil, mais efficace. M. Salcedo serra la mâchoire. M. Arthur observa l'échange avec une expression pensive. Puis il se tourna vers Matisse. Où puis-je contacter M. Thomas? Matisse sortit un papier froissé de sa poche avec un numéro écrit à la main. Il m'a dit que s'il y avait un problème, j'appelle ce numéro. M. Arthur prit le papier et disparut dans son bureau. Les minutes qui suivirent furent agonisantes. Matisse pouvait sentir le regard de M. Salcedo lui transpercer la nuque. Les femmes cadres qui l'accompagnaient chuchotaient entre elles. Quand M. Arthur revint, son expression avait complètement changé. « J'ai parlé à M. Thomas. Il est en route. Il apporte des documents supplémentaires et une lettre notariée de votre grand-mère, vous autorisant comme représentant temporaire pour des affaires médicales urgentes. » Matisse sentit qu'il pouvait respirer à nouveau. « Il a aussi confirmé autre chose, » continua M. Arthur en regardant maintenant M. Salcedo, « que le grand-père de Matisse était associé fondateur de plusieurs entreprises, y compris certaines dans lesquelles vous, M. Salcedo, avez des intérêts actuels. » La couleur quitta le visage de M. Salcedo. « C'est impossible. »« Impossible ?» M. Arthur sortit des papiers qu'il venait d'imprimer. Selon ses registres, le grand-père de Matisse, Gabriel Dubois, était un investisseur silencieux dans au moins 3 consortiums importants. Quand il est mort, ses actions ont été placées dans une fiducie pour son petit-fils. Matisse écoutait comme s'il parlait d'une autre personne. Son grand-père, un investisseur. Il avait toujours cru que c'était juste un travailleur humble. « Gabriel Dubois était mon grand-père », murmura-t-il. « Il est mort quand j'étais très petit. Je m'en souviens à peine. » « C'était un homme sage, » dit M. Arthur avec un respect sincère. « Il ne s'est jamais vanté de sa richesse. Il a vécu avec modestie. Il a travaillé jusqu'au dernier jour et il a gardé tout cela pour vous. Mais pourquoi personne ne m'a rien dit? Votre grand-mère ne le savait pas. Gabriel gérait tout avec M. Thomas comme seul confident. Dans son testament, il a spécifié qu'il ne voulait pas que son petit-fils grandisse en sachant qu'il était riche. Il voulait que vous appreniez la valeur du travail, la valeur de l'effort. » Les larmes roulèrent maintenant sur les joues de Matisse. Il pensa à toutes les matinées passées à vendre des bonbons, à toutes les nuits à aider sa grand-mère, à chaque pièce comptée. Son grand-père l'avait su, il avait tout planifié. « Alors, c'est réel ?» murmura-t-il. « Tout est réel. C'est très réel, » confirma M. Arthur. « Et maintenant, nous devons vous protéger. » M. Salcedo avait reculé de plusieurs pas.
Son arrogance s'était évaporée, remplacée par quelque chose de plus dangereux. Un calcul froid. « Si vous m'excusez, j'ai des affaires à régler », dit-il brusquement en se dirigeant vers la sortie. « Monsieur Salcedo !» La voix de Monsieur Arthur l'arrêta. « Une chose de plus. Ces entreprises où vous avez des intérêts et où le grand-père de Matisse était associé, Matisse est maintenant actionnaire majoritaire dans 2 d'entre elles. » Monsieur Salcedo se figea net. « Cela signifie, continua Monsieur Arthur, que cet enfant que vous avez tant méprisé il y a quelques minutes est, techniquement, votre chef dans 2 de vos projets les plus importants. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Monsieur Salcedo pivota lentement. Son regard vers Matisse était maintenant d'un pur venin à peine contenu. « Ça ne s'arrête pas là, dit-il à voix basse. Mais chaque mot dégoulinait de menaces et il partit. Les femmes cadres le suivirent maladroitement, leurs talons claquant sur le marbre comme des battements de cœur accélérés. Quand la porte se referma, Matisse s'effondra sur l'une des chaises d'attente. Tout son corps tremblait. Hélène s'approcha avec un verre d'eau. « Ça va ? Je ne sais pas, admit-il. Rien de tout cela ne semble réel. »« Ça l'est, » dit Jean, qui était resté près de lui tout le temps. « Et vous venez de vous faire un ennemi dangereux. »« Ennemi ?» Matisse le regarda avec des yeux effrayés. « Je suis juste venu voir mon solde. Je sais, mon garçon, mais maintenant Monsieur Salcedo sait que ses affaires dépendent partiellement de vous et des hommes comme lui n'oublient pas l'humiliation. » Monsieur Arthur s'approcha. Son expression était sérieuse, mais pas cruelle. « Jean a raison. Monsieur Salcedo est puissant, et il n'aime pas perdre le contrôle. Mais vous n'êtes pas seul. Monsieur Thomas est en route, et tant que vous êtes sous ce toit, vous êtes protégé. Et quand je sortirai ?» demanda Matisse d'une petite voix. Personne ne répondit. Et dans ce silence, Matisse comprit une terrible vérité. L'argent n'ouvre pas seulement des portes, il met aussi des cibles dans le dos. La porte de la banque s'ouvrit de nouveau. Un vieil homme aux pas fermes et aux yeux bienveillants entra précipitamment. « Matisse !»« Monsieur Thomas !» L'enfant courut vers lui, et le vieil homme l'embrassa, comme un grand-père embrasserait son petit-fils. « Tu l'as fait, mon garçon. Tu l'as fait. J'ai peur, monsieur Thomas. Je sais, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est faire ce qui est juste malgré la peur. » Tandis qu'il s'étreignait, aucun d'eux ne remarqua la silhouette sombre qui observait depuis une voiture garée de l'autre côté de la rue. Monsieur Arnaud Salcedo n'était pas homme à accepter les défaites. Et tandis qu'il regardait l'enfant qui venait de lui arracher le contrôle de ses entreprises, un sourire froid se dessina sur son visage. Cela ne faisait que commencer. Et il jouait toujours pour gagner, quel qu'en soit le prix. La porte de la petite maison grinça comme toujours. Ce son familier que Matisse avait entendu 1000 fois, mais qui sonnait maintenant différemment. Tout sonnait différemment. Le monde entier avait changé en quelques heures, et pourtant, cette porte restait la même. « Grand-mère, je suis rentré. » Sa voix trembla plus qu'il ne l'aurait voulu. Monsieur Thomas entra derrière lui, sa présence ferme mais respectueuse. Il connaissait cette maison. Il y était déjà venu, les semaines précédentes, parlant avec la grand-mère pendant que Matisse vendait des bonbons dans les rues, préparant le terrain, les protégeant tous les 2. La vieille femme sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon usé. Ses yeux, voilés par la cataracte, qui ne pouvait être opérée par manque d'argent, se plissèrent en voyant la silhouette du visiteur. « Thomas ?» Sa voix était à peine un murmure. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave ?» Monsieur Thomas secoua la tête, un sourire triste courbant ses lèvres. « Non, Carmela, il s'est passé quelque chose de miraculeux. » Matisse regarda sa grand-mère avec des yeux nouveaux. « Carmela !» Il n'avait jamais pensé à elle par son prénom. Elle avait toujours été juste grand-mère, la femme qu'il avait élevée quand son père était mort dans un accident du travail, et sa mère avait disparu de douleur. La femme qui avait choisi la pauvreté digne plutôt que de demander de l'aide à qui que ce soit. Grand-mère. Matisse s'approcha, prenant ses mains ridées. « J'ai quelque chose à te raconter. » Carmela se laissa guider jusqu'à la chaise de la cuisine. Monsieur Thomas resta debout, témoin silencieux de ce qui était sur le point de se produire. « Tu te souviens de papa ?» commença Matisse, sa voix se brisant. « Tous les jours, mon enfant, tous les jours. This guard, being gone, like Thomas, Aminta. Like Thomas. Et tu te souviens de son père? De mon grand-père Gabriel ?» Le visage de Carmela se tendit. Une ombre de douleur ancienne traversa ses traits. Gabriel Dubois était un homme bon, travailleur, honnête. Il est mort trop jeune, comme ton père. Elle fit une pause. « Pourquoi tu demandes ?» Matisse sortit les documents de la banque de son sac à dos. Ses mains tremblaient tellement que les papiers produisaient un chuchotement nerveux.
Monsieur Thomas m'a donné quelque chose il y a quelques semaines. Une adresse, un numéro de compte. Il a dit que c'était du grand-père Gabriel. Carmela regarda Thomas avec une expression confuse. « Thomas, de quoi parle-t-il » ? « Gabriel m'a fait promettre quelque chose avant de mourir, Carmela. » Le vieil homme s'assit devant elle. « Il m'a fait promettre que quand Mathis serait assez fort, quand il aurait prouvé son caractère, je lui donnerai accès à son héritage. » In fine the seas of Dong of Wording and Dermont, Rekfactend, 1-2 in the Wording and Derm. Héritage? Carmela laissa échapper un rire amer. Gabriel était comme nous, pauvres. Il travaillait du lever au coucher du soleil, à peine de quoi manger. C'est ce que tu croyais. C'est ce que tout le monde croyait. Thomas sortit une enveloppe jaunie. Mais Gabriel avait un secret. Il y a longtemps, quand tu ne connaissais même pas son fils, Gabriel travaillait dans la construction, commença Thomas. Il était jeune, fort, intelligent, mais surtout observateur. Carmela écoutait immobile, ses yeux voilés fixés sur un point du passé. Un jour, alors qu'il construisait un bâtiment, il entendit les investisseurs parler. Ils disaient qu'ils allaient abandonner le projet parce qu'ils n'avaient pas assez de capital. Gabriel avait économisé chaque centime pendant des années. Pas beaucoup, mais quelque chose. Il s'est approché d'eux et a offert son argent. Ils se sont moqués de lui, continua-t-il. Un ouvrier offrant d'investir. Mais Gabriel n'a pas abandonné. Il leur a montré des chiffres, des calculs qu'il avait faits pendant des nuits blanches. Il leur a prouvé que le projet était viable, et quelque chose dans sa détermination les a convaincus. Mathis écoutait, le cœur battant la chamade. C'était son grand-père, un homme qu'il n'avait jamais connu, mais dont le sang coulait dans ses veines. Le bâtiment a été un succès. Gabriel a reçu sa part, et au lieu de la dépenser, il a investi de nouveau. Et encore, et encore. Thomas sourit. Mais il n'a jamais changé sa façon de vivre. Il continuait à travailler de ses mains. Il continuait à porter les mêmes vêtements. Il disait que l'argent était une responsabilité, pas une raison d'être fier. Pourquoi ne nous a-t-il jamais rien dit? La voix de Carmela trembla. Quand mon fils est mort, quand nous sommes restés seuls, pourquoi pas? Parce qu'à ce moment-là, Gabriel était aussi mort, interrompit Thomas doucement. Il est mort 6 mois avant l'accident de votre fils. Il a tout laissé dans une fiducie pour Mathis avec des instructions très spécifiques. J'étais l'exécuteur testamentaire et je devais attendre. Attendre quoi? Carmela essuya les larmes qui commençaient à couler. Que Mathis prouve qu'il était comme son grand-père, travailleur, humble, non corrompu par la facilité. Thomas regarda l'enfant avec fierté. Gabriel ne voulait pas élever un enfant riche. Il voulait que son petit-fils connaisse la valeur de l'effort, qu'il comprenne que l'argent est un outil, pas une fin en soi. Mathis sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était pas de la douleur, c'était de la compréhension. Son grand-père l'avait aimé de la manière la plus difficile, en le laissant se battre. « Aujourd'hui, je suis allé à la banque, » dit-il finalement. « Et j'ai découvert que grand-père nous a laissés. » Il ne put finir. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Thomas posa les documents de la banque sur la table. 400 000 € en espèces, 3 propriétés, des actions dans 5 entreprises, et quelque chose de plus que Mathis ne sait pas encore. Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre l'horloge murale compter les secondes comme des bandes de cœur. C'est impossible. Carmela toucha les papiers de doigts tremblants, comme s'ils allaient se désintégrer. C'est réel, grand-mère. Mathis prit sa main. Et il y a plus. Grand-père était un associé majoritaire dans des entreprises où travaillent des gens importants, des gens puissants. Anami Valencia, Lester, Valencia, Antiabon. Des gens puissants? Carmela le regarda avec une peur soudaine. Quel genre de gens? Ce fut Thomas qui répondit, sa voix grave. Le genre qui n'aime pas qu'un enfant humble ait soudainement plus de pouvoir qu'eux. À la banque, j'ai rencontré un homme, continua Mathis. Monsieur Arnaud Salcedo. Le nom tomba comme une pierre dans l'eau calme. Carmela inspira brusquement. Arnaud Salcedo? L'homme d'affaires? Vous le connaissez? Ce n'était pas une question. Tout le monde le connaît, mon enfant. Il est aux actualités. Il fait des dons à des œuvres de charité. Il sourit aux caméras. Elle fit une pause. Mais les gens comme nous connaissent une autre histoire. Il y a des familles qui ont perdu leurs affaires quand elles ont refusé de lui vendre. Des travailleurs qui ont été réduits au silence quand ils ont dénoncé des irrégularités. Il s'est moqué de moi, grand-mère. Il m'a humilié devant tout le monde. Il a dit que je n'avais pas ma place là-bas. Les mains de Carmela serrèrent celles de son petit-fils avec une force qu'elle ne savait plus avoir, et elle ajouta « Et ensuite il a découvert que tu es propriétaire d'actions dans ces entreprises », compléta Thomas. Carmela pâlit. «
Mon Dieu, Matisse, c'est dangereux. Je sais. L'agent de sécurité de la banque m'a averti. Monsieur Salcedo n'est pas du genre à oublier. La vieille femme se leva, chancelante. Elle marcha jusqu'à la fenêtre de la cuisine et regarda la rue avec des yeux qui ne voyaient pas bien, mais qui avaient appris à détecter les dangers. « Nous devons partir », dit-elle finalement. « Prendre cet argent et disparaître. » Non. La voix de Matisse était ferme. Les deux vieillards le regardèrent surpris. « Non », répéta-t-il. « Mon enfant, ces gens profitent de la peur des autres. » Matisse se leva. Le grand-père Gabriel n'a pas fui quand on s'est moqué de lui. Il ne s'est pas caché quand il a réussi. Il a vécu avec humilité, mais aussi avec dignité. Thomas sourit. C'était le sourire de celui qui voit un enfant se transformer en homme en quelques minutes. « Tu parles exactement comme lui. J'ai peur, » admit Matisse, sa voix se brisant. « Mais grand-père a laissé cela pour que je puisse avoir une vie meilleure, pour que grand-mère puisse se faire opérer des yeux, pour que nous puissions aider les autres comme nous. » Thank you for watching. Enflotion. Weil. Y a-t-il autre chose que vous devez savoir? Thomas ouvrit une autre enveloppe, celle-ci plus ancienne, scellée à la cire. Gabriel m'a donné ceci avec des instructions de l'ouvrir seulement quand Matisse déciderait quoi faire de l'héritage, fuir ou se battre. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main, d'une écriture tremblante mais claire. « C'est du grand-père », murmura Matisse. Thomas commença à lire. « Mon cher Matisse, si tu lis ceci, cela signifie que tu as découvert mon secret et que tu as choisi de l'affronter plutôt que de fuir. Cela me dit que tu es l'homme que j'espérais que tu serais. L'argent que je te laisse n'est pas pour que tu vives sans travailler, c'est pour que tu aies la liberté de choisir comment travailler. C'est pour que personne ne puisse t'humilier pour être pauvre. C'est pour que tu puisses aider les autres comme j'ai désiré aider, mais que je n'ai pas toujours pu. Mais plus que l'argent, je te laisse quelque chose de plus précieux. Je te laisse la vérité. Ces entreprises dont tu es actionnaire, je les ai construites de mes propres mains, littéralement. J'ai posé les briques, j'ai mélangé le ciment. Et quand je suis devenu associé, je n'ai jamais oublié d'où je venais. C'est pourquoi j'ai inclus une clause dans tous les contrats, selon laquelle 30% des bénéfices devaient aller à un fonds pour les travailleurs, pension, santé, éducation pour leurs enfants. Beaucoup d'associés détestaient cette clause, mais elle était non négociable. Sans elle, je vendais mes actions. Je t'avertis, Matisse, il y aura ceux qui voudront que tu vendes ces actions. Ils t'offriront des fortunes, te menaceront, te feront te sentir petit. Ne cède pas, car si tu vends, ces travailleurs perdront leur protection et les hommes puissants feront à nouveau ce qu'ils ont toujours fait, s'enrichir au détriment des faibles. Sois fort, sois sage, et souviens-toi toujours, la vraie valeur d'un homme ne se trouve pas dans son compte bancaire, mais dans le nombre de vies qu'il améliore par son existence. Ton grand-père qui t'aime d'où qu'il soit, Gabriel Dubois. Governan, DCStat Enda. Governan, BCST, Governa. Le silence qui suivit fut interrompu seulement par le son des sanglots de Carmela. Matisse avait des larmes coulant sur ses joues, mais ses yeux brûlaient de détermination. « Je comprends maintenant pourquoi M. Salcedo me déteste, dit-il. Ce n'est pas seulement parce que je l'ai humilié, c'est parce que je suis un obstacle à ses plans. »« Exactement, » confirma Thomas. « Si vous le convainquez de vendre vos actions, il pourra supprimer la clause de protection sociale des salariés, il pourra licencier des travailleurs, réduire les salaires, maximiser les bénéfices. Combien de travailleurs dépendent de cette clause? Thomas consulta d'autres documents. Entre toutes les entreprises, près de 2000 familles. 2000? Le chiffre tomba sur Matisse comme un poids physique. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu. C'était 2000 familles, pères, mères, enfants comme lui. « Je ne vendrai pas », déclara Matisse. Carmela s'approcha. « Cela signifie la guerre, une guerre contre des gens très puissants. Je sais, grand-mère. » Il l'embrassa. « Mais grand-père m'a choisi pour cela et je ne le décevrai pas. » Comme si l'univers avait écouté, le téléphone de Thomas sonna. C'était M. Arthur, de la banque. « Thomas, j'ai besoin de parler à Matisse d'urgence. » Le haut-parleur permit à tous d'entendre. « Je suis là, M. Arthur. »« Matisse, j'ai reçu un appel des avocats de M. Arnaud Salcedo. Il propose d'acheter toutes vos actions pour, attendez que je le voie, 15 millions d'euros. » Carmela haleta. C'était presque le double de ce qu'ils avaient déjà. « C'est beaucoup d'argent, » murmura-t-elle. « C'est un piège, » dit Matisse immédiatement. « Comment le savez-vous » demanda M. Arthur, impressionné. « Parce que, si les actions ne valaient que 15 millions, il ne serait pas si désespéré de les acheter. Elles valent plus, beaucoup plus. Non pas pour l'argent, mais pour le pouvoir. » Il y eut un silence admiratif de l'autre côté. «
Vous êtes plus intelligent que beaucoup d'hommes d'affaires que je connais, mon garçon. Que leur dis-je? Matisse regarda sa grand-mère, puis Thomas, puis la lettre de son grand-père. Dites-leur que les actions ne sont pas à vendre. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. On pouvait entendre le sourire de M. Arthur. Je leur transmettrai le message avec plaisir. Quand il raccrocha, Thomas posa une main sur l'épaule de Matisse. Vous venez de déclarer la guerre, mon garçon. Je sais. M. Salcedo ne s'arrêtera pas. Il tentera tout. Intimidation. Potvin peut être pire. Je sais, répéta Matisse, mais sa voix ne trembla pas. Carmela serra son petit-fils dans ses bras, ses larmes mouillant ses cheveux. Ton grand-père serait fier, si fier. J'espère en être digne, grand-mère. Cette nuit-là, tandis que Matisse essayait de dormir dans son petit lit, il entendit des voix dans la cuisine. Sa grand-mère et M. Thomas parlaient à voix basse. Je ne peux pas le protéger de tout, Carmela. Je sais. Mais tu es tout ce que nous avons. They be enter. Na, sir. There's einer. There's einer there. And there's einer. J'ai contacté quelques personnes, des amis de Gabriel, des gens qui lui doivent des faveurs, mais M. Salcedo a des ressources que nous n'avons pas. Je sais. Un silence. Nous avons bien fait de tout lui dire? Demanda Carmela. Ce n'est qu'un enfant. C'est le petit-fils de Gabriel Dubois, et aujourd'hui, il a prouvé qu'il avait le même cœur. Matisse ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Dans son esprit, il voyait le visage de M. Salcedo, le sourire cruel, les yeux calculateurs. 2000 familles. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un tambour. Et tandis que la lune éclairait sa petite chambre, Matisse fit une promesse silencieuse. Peu importe ce qui allait arriver, peu importe sa peur, il ne laisserait pas ses familles sans protection. Son grand-père lui avait fait confiance et il n'allait pas le décevoir. Mais quelque part dans la ville, dans un bureau avec une vue panoramique, M. Arnaud Salcedo éteignait une cigarette dans un cendrier en cristal. « Il a refusé l'offre » demanda-t-il à son assistante. « Oui, monsieur. » Un sourire froid. « Parfait. Maintenant, je peux jouer sans gants. » Il passa un appel. Quand on répondit, il dit seulement « Activez le plan B. Je veux tout savoir sur cet enfant. » Tout et trouver un moyen de le faire pression. Il raccrocha et regarda par la fenêtre de son bureau. La ville brillait en dessous comme un échiquier fait de lumière. « Joue ton coup, petit Gabriel, » murmura-t-il. « Laisse-moi voir ce que tu as appris de plus de ton grand-père. » Pendant ce temps, dans la petite maison, Matisse ne pouvait pas dormir. Il relisait la lettre de son grand-père encore et encore. Il y avait quelque chose dans les mots qui l'inquiétait. Ce n'était pas ce qu'il disait, c'était ce qu'il ne disait pas. La vraie valeur d'un homme ne se trouve pas dans son compte bancaire, mais dans le nombre de vies qu'il améliore par son existence. Combien de vies Gabriel avait-il améliorées? Richard en était une, il y en avait sûrement d'autres. Il se leva et alla à la cuisine. Thomas était couché sur le canapé pour les protéger, il le trouva éveillé, regardant de vieilles photographies. « Tu ne peux pas dormir non plus ?» demanda le vieil homme. « Je pensais à grand-père. Combien de personnes a-t-il aidé ?» Thomas sourit tristement. « Plus que nous ne le saurons jamais. » C'était sa façon d'être. Il aidait en silence. Richard a dit qu'il y a plus de témoignages, plus de personnes que grand-père a aidé, beaucoup plus. Matisse s'assit à côté de lui. « Monsieur Thomas, pourquoi grand-père ne m'a-t-il jamais vraiment connu? S'il avait tant d'argent, pourquoi n'est-il pas venu nous aider quand papa est mort ?» La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Thomas soupira profondément. « Parce que Gabriel est mort 6 mois avant votre père, Matisse. Dans un accident sur un chantier, il supervisait un bâtiment quand une poutre s'est détachée. Le monde s'arrêta. Quoi? Il est mort en sauvant un autre travailleur. Il l'a poussé hors du chemin et la poutre l'a écrasé. Les larmes jaillirent sans contrôle. Il est mort en héros. Il est mort en étant Gabriel. Il ne pouvait pas voir quelqu'un en danger sans aider. » Matisse pleura. Il pleura pour le grand-père qu'il n'avait jamais connu, pour le père qu'il avait perdu trop jeune, pour toutes les pertes qui avaient marqué sa vie. Mais au milieu de la douleur, quelque chose s'alluma. Son grand-père était mort en protégeant quelqu'un et maintenant il avait l'occasion de protéger 2000 familles. C'était sa façon de l'honorer. C'était sa façon de dire merci à un homme qu'il avait aimé sans le connaître. « Nous allons gagner ceci, monsieur Thomas, » dit-il en essuyant ses larmes. « Pour grand-père, pour tous ceux qu'il a aidés, pour tous ceux qui ont encore besoin d'aide. » Thomas l'embrassa. « Nous avons déjà gagné, mon garçon, parce que ton grand-père t'a créé exactement comme il s'y attendait, et cela vaut plus que tout l'argent du monde. » Dehors, la nuit couvrait la ville, mais dans cette petite maison, quelque chose de plus puissant que l'argent et de plus fort que la peur commençait à grandir.
C'était l'espoir et personne, pas même M. Arnaud Salcedo, ne pouvait l'acheter ni le détruire. La guerre ne faisait que commencer, mais Matisse n'était plus seul. La directrice Suzanne Dupont n'avait jamais reçu une donation aussi généreuse. 50 000 € pour l'école primaire, République, de nouveaux équipements, des livres, des ordinateurs, tout ce dont ils avaient eu besoin pendant des années et que le gouvernement n'avait jamais fourni. Et tout cela grâce à la Fondation Salcedo. Elle regarda le chèque sur son bureau comme si c'était un serpent endormi, beau, tentant, dangereux, car avec le chèque était venue une suggestion amicale de l'assistant de M. Salcedo. Il serait prudent de vérifier les registres de présence de tous les élèves, en particulier ceux qui pourraient faire face à des situations familiales compliquées. Le nom de Mathis Dubois avait été spécifiquement mentionné. Suzanne était directrice depuis 20 ans. Elle savait reconnaître un pot de vin quand elle en voyait un, mais elle savait aussi que son école tombait en ruine, que ses élèves méritaient de meilleures opportunités. Que faire quand le bien de beaucoup exige de sacrifier un seul? Cette question la tourmentait pendant qu'elle attendait Mathis dans son bureau. Mathis sentit le poids de tous les regards quand il fut appelé par le haut-parleur pendant le cours de mathématiques. « Mathis Dubois, veuillez vous présenter à la direction. » Ses camarades murmurèrent. Être appelé à la direction n'était jamais bon signe. Il n'avait jamais eu de problème disciplinaire. Son dossier était impeccable. Mais tandis qu'il marchait dans les couloirs vides, avec l'écho de ses pas résonnant contre les murs écaillés, il sut que cela ne concernait pas les notes. La directrice Dupont l'attendait avec une expression indéchiffrable. « Asseyez-vous, Mathis. » Il obéit, ses mains moites serrant la sangle de son sac à dos. « J'ai fait quelque chose de mal, madame la directrice ?»« Pas exactement. » Elle soupira. « Mais il a été porté à mon attention que vous avez manqué des cours récemment. »« Quoi ?» Mathis cligna des yeux, confus. « Je n'ai pas manqué un seul jour ce semestre. Selon ses rapports. » Elle désigna des papiers sur son bureau. « Vous avez manqué 3 fois au cours des 2 dernières semaines. C'est un mensonge. » Sa voix monta involontairement. « Pouvez-vous vérifier ?» Demandez à mes professeurs. « Je viens tous les jours. » Suzanne le regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux. De l'excuse, de la culpabilité. « Mathis, j'ai aussi reçu des rapports selon lesquels votre situation familiale pourrait vous affecter, que vous vivez seul avec votre grand-mère, qu'elle est malade, que vous ne recevez peu, être pas la surveillance adéquate. » Le cœur de Mathis commença à battre violemment. « Ma grand-mère s'occupe parfaitement de moi. Je m'occupe d'elle. Nous allons bien. »« Vous allez bien ?» La directrice se pencha en avant. « Parce que la Fondation Salcedo a offert son aide. Ils peuvent obtenir un traitement médical pour votre grand-mère, une assistance sociale pour vous, tout cela sans frais. » Là était le piège parfaitement tendu. « Nous n'avons pas besoin de charité de qui que ce soit. » Mathis se leva brusquement, surtout pas de M. Arnaud Salcedo. Suzanne cligna des yeux, surprise. « Vous connaissez M. Salcedo ? Je sais qui il est, et je sais ce qu'il fait. Mathis, asseyez-vous. » Sa voix se durcit. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce sont de graves accusations contre un bienfaiteur respecté. »« Bienfaiteur ?» Mathis rit sans humour. « Vous a-t-il dit combien il a donné ? Vous a-t-il dit ce qu'il attend en retour ?» Le silence de Suzanne fut une réponse suffisante. « Il m'utilise pour faire pression sur ma famille, » continua Mathis, les mots s'enchaînant. « Il veut que nous ayons l'air instable, problématique, pour que les services sociaux interviennent, pour que je ne puisse pas. » Il s'arrêta. Il avait déjà trop dit. « Vous ne puissiez pas quoi ?» demanda Suzanne. Mathis secoua la tête. « Rien. Je peux partir ?»« Non. » Suzanne se leva. « Je vais appeler votre grand-mère, et nous allons clarifier cela maintenant. Vangelema. Vangelema. Vangelema Vangele. » 30 minutes plus tard, Carmela entrait dans le bureau, s'appuyant sur le bras de M. Thomas. Ses yeux voilés cherchaient son petit-fils. « Mathis, ça va ?»« Je vais bien, grand-mère. » Suzanne observait la vieille femme avec une expression calculatrice. « Madame Dubois, j'ai quelques questions à vous poser sur la situation de Mathis. »« Posez-les, » dit Carmela avec dignité. « Je n'ai rien à cacher. The finally the commoncy size of the Provident the Axtova, but he comments on the fine like do gafo, no ua, one two shawa, Frenchen, in the fine like, and so far, common, within, and the Provident, in the fine like. Est-il vrai que vous avez des problèmes de santé qui entravent votre capacité à prendre soin de votre petit-fils? J'ai la cataracte. Ma vision n'est pas parfaite, mais je peux parfaitement prendre soin de mon petit-fils. Et financièrement? Comment subsistez-vous? Ce fut Thomas qui répondit. Ce n'est plus un problème. Suzanne le regarda avec curiosité. Pardon? Mathis a hérité de son grand-père.
expliqua Thomas avec soin. Non seulement de l'argent, mais un héritage complet, des actions dans des entreprises importantes. L'expression de Suzanne changea complètement. Des actions dans quelles entreprises? Dans plusieurs, y compris certaines, où M. Arnaud Salcedo a des intérêts. La couleur quitta le visage de la directrice. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est une manipulation », compléta Thomas. « M. Salcedo utilise l'école comme instrument de pression parce que Matisse a un pouvoir de vote sur des décisions qui affectent les affaires de Salcedo. » Suzanne s'effondra sur sa chaise. « Je ne le savais pas. L'assistant a seulement dit que c'était une famille dans le besoin, que nous devions surveiller l'enfant pour son propre bien. Et vous l'avez cru, parce qu'il est venu avec un chèque de 50 000 €, dit Carmela sans dureté, seulement avec tristesse. Notre école est désespérée, se défendit faiblement Suzanne. Les enfants ont besoin de... Ce dont les enfants ont besoin, c'est d'honnêteté, interrompit Matisse. Pas de bienfaiteur qui achète les volontés. Le silence qui suivit fut rompu par le son du téléphone de Suzanne. Elle regarda l'écran et pâlit encore plus. C'est l'assistant de M. Salcedo. Il demande si j'ai déjà parlé avec vous. Que va-t-elle lui dire? Demanda Thomas. Suzanne regarda Matisse. Elle le regarda vraiment. Elle vit un enfant qui vendait des bonbons pour aider sa grand-mère, qui ne manquait jamais les cours, qui étudiait plus que beaucoup d'autres, qui portait des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait porter. Et elle prit une décision. Je vais lui dire que tout est en ordre, que Matisse est un élève exemplaire, qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Matisse sentit qu'il pouvait respirer à nouveau. « Et l'argent » demanda Carmela. « Je le rendrai. Je ne peux pas accepter de pots de vin, même des pots de vin déguisés en charité. » Suzanne se leva. « Je suis désolé, Matisse. J'ai laissé le besoin obscurcir mon jugement. »« Je comprends, » dit-il. « Mais il y a une autre solution. » Tous le regardèrent. « Mon grand-père a laissé de l'argent pour aider les autres, pour améliorer des vies. Et si je faisais un don à l'école? Sans condition, juste parce que c'est ce qu'il faut faire. » Suzanne ouvrit la bouche, la referma. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ce serait merveilleux, mais cela doit être anonyme, » ajouta Thomas rapidement. « Si M. Salcedo découvre que Matisse utilise son argent pour le bien public, il intensifiera ses attaques. »« Bien sûr, » acquiesça Suzanne. « Je serai discrète. » Cet après-midi-là, à la maison, Richard Lefebvre arriva avec des nouvelles urgentes. « M. Salcedo a avancé la date de l'assemblée des actionnaires, » annonça-t-il. « Ce n'est plus la semaine prochaine, c'est après-demain. »« Quoi ?» Matisse sentit la panique. « Peut-il faire ça ?»« Techniquement, oui. Et il l'a fait parce qu'il a découvert que nous organisions des témoignages de travailleurs. Il veut voter avant que nous puissions les présenter. Alors nous avons perdu. » Carmela s'effondra sur une chaise. « Pas nécessairement. » Richard sourit. « Parce que je viens de recevoir un appel de quelqu'un qui veut aider. »« Qui ?»« Hélène, la directrice de la banque. » Matisse se souvint de la femme qui avait été témoin de son humiliation et de son triomphe. « Pourquoi voudrait-elle aider ?»« Parce que M. Salcedo a aussi fait pression sur elle, » expliqua Richard. « Il lui a demandé des informations confidentielles sur vos comptes. Elle a refusé. Il a menacé de fermer tous ses comptes corporatifs de la banque si elle ne coopérait pas. Et qu'a-t-elle fait? Elle l'a signalé à M. Arthur, et maintenant ils enquêtent sur M. Salcedo pour avoir tenté d'accéder illégalement à des informations financières privées. » Thomas siffla doucement. « C'est grave, très grave, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter l'assemblée. Nous avons besoin de quelque chose de plus. » Richard sortit son téléphone. « C'est pourquoi j'ai contacté un vieil ami, un journaliste d'investigation. Je lui ai filtré des informations sur les pratiques de M. Salcedo pendant des années. Il n'a jamais eu assez pour publier. Jusqu'à maintenant. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Matisse. « Votre histoire. Un enfant humble héritant de la fortune d'un grand-père travailleur, s'opposant à un puissant homme d'affaires pour protéger des travailleurs vulnérables. C'est l'histoire parfaite. Entendaf. Wendaf and Wente. Alia, Tiv. Je ne veux pas être célèbre, dit Matisse immédiatement. Je ne veux pas d'attention. Vous n'avez pas besoin de l'être. L'histoire peut être racontée sans révéler complètement votre identité. Mais la menace de publication pourrait faire reculer M. Salcedo ou cela pourrait l'enrager davantage, fit remarquer Carmela. Tous se turent. C'est un risque, admit Richard. Mais rester immobile l'est aussi. Cette nuit-là, Hélène arriva à la maison avec une boîte de dossiers. Je ne devrais pas faire ça, dit-elle en entrant. Je pourrais perdre mon emploi, ma licence bancaire, tout. Alors pourquoi le faites-vous? Demanda Matisse. Hélène le regarda avec des yeux fatigués. Parce qu'il y a 15 ans, j'étais caissière dans une petite agence. J'ai commis une erreur honnête,
Mais l'argent manquant est sorti de mon compte. 4 000 € que je n'avais pas. Mathis commençait à voir le schéma. Mon grand-père, votre grand-père était dans la file ce jour-là. Il a tout entendu. Quand j'ai été licencié, il m'a attendu dehors. Il m'a donné l'argent. Il a dit que c'était un prêt, que je le rembourserais quand je pourrais, que j'utilise l'expérience pour grandir. Une autre vie touchée par Gabriel Dubois. Je n'ai jamais pu lui rendre l'argent. Il est mort avant que je puisse. Hélène essuya une larme. Mais il m'a donné quelque chose de plus précieux. Il m'a donné une seconde chance. J'ai étudié. Je suis devenue directrice, et maintenant je peux aider son petit-fils. Elle ouvrit la boîte. Ce sont tous les mouvements financiers de M. Salcedo dans notre banque au cours des 10 dernières années. Tout est légal, tout est enregistré. Mais cela raconte une histoire. Richard prit les documents et commença à les examiner. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est incroyable. Transfert vers des comptes offshore. Paiement à des sociétés écrans. Ce n'est pas illégal, mais c'est éthiquement discutable. Et il y a plus. Hélène sortit un autre dossier. Il y a 6 mois, M. Salcedo a tenté d'acheter des actions d'Industrie Progrès par l'intermédiaire d'un intermédiaire pour dissimuler qu'il consolidait son pouvoir. Cela viole les règles de transparence des actionnaires, dit Thomas. Exactement. Si cela est révélé lors de l'Assemblée, les autres actionnaires verront qu'il n'est pas fiable. Mathis sentait sa tête tourner. Tous ces gens, toutes ces personnes aidant parce que son grand-père les avait aidés en premier. Combien de personnes grand-père a-t-il aidé ? Demanda-t-il à voix haute. Tous se regardèrent. Nous ne savons pas, admit Thomas. Il ne tenait jamais de compte, il aidait simplement. Halifive, Ilansi, Banassi. Mais maintenant toutes reviennent, dit Richard avec un sourire, comme une armée silencieuse. Le téléphone de Thomas sonna. Numéro inconnu. Allô ? La voix de l'autre côté était déformée, utilisant clairement un modificateur. J'ai des informations sur M. Arnaud Salcedo que vous devez entendre. Tous se tendirent. Qui êtes-vous ? Demanda Thomas. Quelqu'un qui a travaillé pour lui. Quelqu'un qui a trop vu. Quelqu'un qui ne peut plus garder le silence. Flogras. Pasadadas. Flogras ogras. Orazi. Pourquoi appeler maintenant ? Parce que j'ai appris qu'un enfant se battait contre lui. Et si cet enfant a le courage d'affronter Arnaud Salcedo, alors je dois aussi l'avoir. Quelles informations avez-vous ? Pas par téléphone. Retrouvez-moi demain soir à 21 au vieil entrepôt du port. Ne venez que Thomas et l'enfant. Ça sent le piège, dit Richard. Ça pourrait l'être, acquiesça Thomas. Mais si ça ne l'est pas, c'est trop risqué, insista Hélène. Mathis regarda le téléphone, pensa à son grand-père, à toutes les personnes qui l'avaient aidé, à la façon dont toutes revenaient pour l'aider lui. Et s'il y avait une personne de plus, une personne avec des informations cruciales. Je vais y aller, dit finalement Mathis. Non. Carmela tenta de l'arrêter. Je dois le faire, grand-mère. Grand-père n'a jamais eu peur d'aider les autres. Je ne peux pas avoir peur maintenant. Alors je viens avec toi, dit Richard. Moi aussi, ajouta Hélène. Non, les arrêta Thomas. La voix a dit seulement nous deux. Si nous sommes plus nombreux, il pourrait apparaître ou pire, il pourrait s'effrayer et nous perdrions l'opportunité. Alors j'irai armé, dit Richard. Non, Mathis le regarda. Sans armes, sans violence. Nous ne sommes pas comme M. Salcedo, nous faisons les choses correctement. Tous le regardèrent avec un mélange de fierté et de terreur, car à ce moment-là, Mathis parlait exactement comme Gabriel, et c'est ce qui leur faisait le plus peur, parce que Gabriel était mort en héros, et personne ne voulait que l'histoire se répète. Il était 20h40 lorsque Mathis et Thomas montèrent dans la vieille voiture de l'aîné. Carmela les raccompagna à la porte avec une étreinte qui dura trop longtemps. « Fais attention, mon enfant » murmura-t-elle, ses mains tremblantes en touchant le visage de son petit-fils. « Tu ne sais pas à quel point je suis reconnaissante que Thomas m'ait fait signer tous ces papiers il y a des semaines. Sinon, tu ne pourrais rien faire de tout cela légalement. » Là était la réponse, si simple qu'elle n'attendait que d'être prononcée. « C'était une précaution, Carmela, » dit Thomas doucement. Gabriel m'a appris à toujours être préparé. Je reviendrai, grand-mère, je te le promets. Mais tandis que la voiture s'éloignait de la petite maison, Mathis n'était pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. Le chemin vers le vieux port était long. Les rues devenaient plus sombres, plus vides, plus menaçantes à chaque kilomètre. Les lampadaires vacillaient comme des bougies sur le point de s'éteindre. « Tu as peur ?» demanda Thomas, brisant le silence. Mathis voulut mentir.
Il voulut dire que non, qu'il allait bien, qu'il était fort comme son grand-père, mais il ne put pas. « Je suis terrifié », admit-il, sa voix se brisant. « Monsieur Thomas, et si c'est un piège? Et si Monsieur Salcedo nous attend? Et si ?» Les mots restèrent coincés dans sa gorge, car derrière tous ces « et si », il y avait une peur plus profonde, plus sombre. Et s'il n'était pas suffisant? Et si malgré tout, il ne pouvait pas protéger ses 2000 familles? Et s'il décevait son grand-père? « Mathis, regarde-moi !» Thomas arrêta la voiture sur le côté de la route. L'enfant se tourna, ses yeux brillants de larmes contenues. Gabriel a aussi eu peur. Souvent. Le jour où il a offert son premier argent à ces investisseurs qui se sont moqués de lui, il tremblait. Le jour où il a sauvé ce travailleur et est mort en le faisant, il avait aussi peur. Mais tu sais ce qu'il a fait de cette peur? Quoi? Il l'a utilisée comme carburant. La peur lui rappelait que ce qu'il faisait était important, que les choses qui en valent la peine font toujours peur. Mathis essuya ses larmes du revers de la main. « Et si j'échoue? Alors tu échoueras en ayant essayé, ce qui est 1000 fois plus honorable que de n'avoir jamais essayé. » La voiture redémarra, mais quelque chose avait changé dans la poitrine de Mathis. Non pas que la peur ait disparu, mais elle ne le contrôlait plus. Le vieux port était un cimetière de rêves industriels. Des entrepôts rouillés se dressaient comme des géants tombés. L'odeur de sel et d'abandon emplissait l'air. L'entrepôt numéro 7 était au bout du quai. Sa porte métallique pendait à des gonds brisés, créant des ombres qui semblaient bouger de vie propre. Nous sommes arrivés en avance. Thomas regarda sa montre. 10 minutes. Ils se garèrent à une certaine distance. De là, ils pouvaient voir l'entrée de l'entrepôt sans être facilement vus. Les minutes s'étirèrent comme des escargots. 20:50. 20:55. À 20:01 précise, une silhouette émergea des ombres de l'entrepôt. Non pas de l'extérieur. Elle était déjà à l'intérieur, en attente. « C'est le moment », dit Thomas. Ils descendirent de la voiture. Chaque pas vers l'entrepôt résonnait sur le béton humide. Mathis pouvait entendre son propre cœur battre si fort qu'il pensa que cela trahirait sa présence à des kilomètres. La silhouette à l'intérieur de l'entrepôt devint visible à leur approche. C'était un homme d'âge moyen. Son visage était partiellement caché par une casquette et le col relevé de sa veste. « Vous êtes venu », dit-il. Sa voix, maintenant sans distorsion, semblait fatiguée, brisée. « Nous sommes là », répondit Thomas. « Maintenant, montrez-vous. » L'homme hésita, puis enleva lentement sa casquette. Thomas inspira brusquement. Louis Bernard. Louis Bernard avait été le comptable principal de M. Salcedo pendant près d'une décennie. Mathis le reconnut sur des photographies dans des magazines d'affaires. Toujours aux côtés de M. Salcedo lors d'événements corporatifs, souriant, efficace, loyal. Mais l'homme devant eux ne ressemblait pas à ces photographies. Il avait des cernes profonds, ses mains tremblaient, il avait perdu du poids. « Je ne mérite pas que vous soyez venu, » dit Louis, sa voix se brisant. « Je ne mérite rien, sauf la punition. »« Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Mathis. « Pourquoi maintenant ?» Louis s'effondra contre une caisse en bois pourri. « Parce que je ne peux plus vivre avec ça. Parce que pendant des années, j'ai aidé Arnaud Salcedo à détruire des vies, à voler, à tromper, tout légal, tout dans les limites de la loi. Mais moralement, c'était monstrueux. Qu'avez-vous fait exactement ?» Thomas s'approcha prudemment. « Tout. » Louis rit sans humour. « Je déplaçais de l'argent vers des comptes offshore pour éviter les impôts. Je créais des sociétés écrans pour cacher la véritable propriété des actions. Je manipulais les registres comptables pour justifier des licenciements massifs. » Il sortit une clé USB de sa poche. Tout est là. 10 ans de fraude fiscale, d'évasion, de manipulation. Rien de tout cela ne le mettra en prison. Il est trop intelligent pour ça. Mais cela détruira sa réputation, et sans réputation, les autres actionnaires ne voteront jamais avec lui. Mathis regardait le petit appareil comme si c'était une bombe. « Pourquoi nous donnez-vous ça? Qui gagnez-vous ?»« Rien. » Louis le regarda avec des yeux humides. « J'ai déjà démissionné. Arnaud m'a menacé. Il a dit que si je parlais, il détruirait ma famille, et il le fera probablement. Mais au moins, je pourrais me regarder à nouveau dans le miroir. « Avez-vous connu mon grand-père » demanda Mathis soudainement. Louis secoua la tête. « Jamais personnellement. Mais Arnaud parlait de lui, avec haine, avec envie. Il disait que Gabriel Dubois était un hypocrite qui se faisait passer pour un saint tout en jouant le même jeu que tout le monde. Mais j'ai enquêté, j'ai lu chaque transaction que Gabriel a faite, et tu sais ce que j'ai découvert? Que chaque euro qu'il a gagné, il l'a gagné honnêtement. Chaque investissement était transparent,
Chaque transaction était honnête. C'était l'opposé d'Arnaud en tout point. Louis essuya ses larmes. Et quand j'ai appris que son petit-fils se battait contre Arnaud, j'ai su que je devais faire quelque chose de bien pour la première fois depuis des années. Mamitié, Araziloze, y a-t-il autre chose que vous devez savoir? Louis se leva, son expression maintenant urgente. Arnaud a un plan pour demain, pour l'Assemblée. Nous savons, dit Thomas. Il va proposer d'éliminer la clause de protection sociale des salariés. Pas seulement ça, Louis secoua la tête. Il va présenter une évaluation financière fausse. Il dira que les entreprises sont en crise à cause de la clause, que si elle n'est pas éliminée, il y aura de toute façon des licenciements massifs. Il fera en sorte que la supprimer semble être le moindre mal. Mathis sentit le sol bouger sous ses pieds. Et les actionnaires le croiront? Les chiffres seront convaincants. Je les ai préparés avant de démissionner. Louis baissa le regard avec honte. J'ai manipulé les projections. J'ai exagéré les pertes. J'ai minimisé les bénéfices. Tout cela pour justifier l'élimination de la clause. Mais c'est de la fraude comptable. Oui, mais c'est ma parole contre celle d'un empire d'avocats. Louis tendit la clé USB. C'est pourquoi vous en avez besoin. Les fichiers originaux sont ici. Les vrais chiffres démontrent que les entreprises sont rentables, que la clause ne cause aucune crise. Thomas prit le dispositif de main tremblante. Êtes-vous sûr de cela, Louis? Une fois que nous l'utiliserons, il n'y aura pas de retour en arrière pour vous. Il n'y a plus de retour en arrière de toute façon, sourit-il tristement. Ma famille est déjà partie. Ma femme m'a quitté quand j'ai démissionné. Elle a dit que j'étais un lâche. Et elle a raison. J'ai été lâche pendant 10 ans. Au moins, maintenant je peux être courageux une fois. C'est alors que cela se produisit. Mathis l'avait retenu toute la nuit, toute la semaine, depuis le moment où il était entré dans cette banque et où sa vie avait changé pour toujours. Il craqua, non pas avec des sanglots silencieux, non pas avec des larmes dignes, il craqua complètement, tomba à genoux sur le sol sale de l'entrepôt et pleura comme l'enfant qu'il était. L'enfant qui vendait des bonbons dans les rues, l'enfant qui comptait des pièces pour acheter du pain, l'enfant qui n'avait jamais demandé cela. « Je ne peux pas », sanglota-t-il. « Je ne peux pas faire ça. Je ne suis qu'un enfant. Pourquoi grand-père m'a-t-il laissé ça? Pourquoi moi ?» Thomas s'agenouilla à côté de lui, l'embrassant pendant qu'il pleurait. « Parce que tu étais le seul à pouvoir le faire, mon garçon. Le seul avec assez de cœur. »« J'ai 11 ans !» cria Mathis entre les larmes. « Je suis censé jouer, étudier, être un enfant, pas me battre contre des millionnaires, pas porter l'avenir de 2000 familles. » Toute la pression, toute la peur, toute la responsabilité qu'il avait portée éclata comme un barrage rompu. Louise observait en silence, ses propres larmes coulant. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Je suis désolé qu'un enfant doive nettoyer le désordre que des adultes comme moi ont créé. » Mathis pleura jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, jusqu'à ce qu'il ne reste que le vide tremblant d'avoir expulsé toute la douleur contenue. Quand il put enfin parler, sa voix était à peine un murmure. « Croyez-vous vraiment que je peux gagner ?» Thomas le regarda dans les yeux. « Je crois que ton grand-père t'a choisi parce qu'il a vu en toi quelque chose que tu ne vois même pas encore. Il a vu le genre d'homme que tu seras, et cet homme ne renonce pas. Mais maintenant, je ne suis qu'un enfant effrayé. Les plus grands héros ont toujours commencé en étant des enfants effrayés, dit Louis. La différence est qu'ils ont continué malgré la peur. » Mathis se leva lentement. Ses jambes tremblaient. Son visage était maculé de larmes et de saleté. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était plus l'enfant qui était entré dans la banque en cherchant un solde. C'était le petit-fils de Gabriel Dubois et cela signifiait quelque chose. De retour dans la voiture, Thomas brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Les fichiers s'ouvrirent les uns après les autres. Des années de preuves, de documents, de courriels, de transactions. C'était une bombe nucléaire. Avec ça, non seulement nous sauvons la clause, dit Thomas. Nous détruisons toute crédibilité que M. Salcedo pourrait avoir. Sera-ce suffisant? Demanda Mathis, sa voix encore rauque de ses pleurs. Ce sera plus que suffisant. Le téléphone de Thomas sonna. C'était Richard. Vous avez des nouvelles? Demanda-t-il, anxieux. Des nouvelles? Non, nous avons un arsenal. Thomas sourit. Rassemblez tout le monde demain. Hélène, Monsieur Arthur, les travailleurs que vous avez pu contacter et préparez les médias. Ce sera historique. Quand il raccrocha, il regarda Mathis. Ton grand-père serait fier. Mathis pensa à Gabriel, à l'homme qu'il n'avait jamais connu, mais qu'il avait aimé inconditionnellement. L'homme qui était mort en sauvant un autre. L'homme qui avait construit un empire en silence juste pour protéger les faibles. « J'espère l'être, dit-il finalement. Mais même si je ne le suis pas,
Je vais essayer de toutes mes forces. » Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Ils examinèrent chaque document, préparèrent chaque argument, organisèrent chaque preuve. Au petit matin, Carmela prépara du café et des viennoiseries. Ses mains tremblaient en servant. « Mon enfant est devenu un homme en une semaine, dit-elle, les larmes dans ses yeux voilés. Ton grand-père serait… » Elle ne put finir. Elle serra simplement Mathis dans ses bras et pleura. Richard arriva avant l'aube avec Hélène et Monsieur Arthur. « Les médias seront là, informa Richard. 3 chaînes de télévision, 2 journaux importants. Ce sera public. »« Bien, dit Mathis. Que tout le monde voit qui est vraiment Arnaud Salcedo. » Hélène posa des documents de la banque sur la table. « J'ai aussi ceci. Des transferts qu'il a faits cette semaine. Il a essayé de déplacer des fonds pour paraître plus solvable avant l'Assemblée. C'est de la manipulation de marché. »« Il est en train de désespérer, observa Monsieur Arthur. Un homme désespéré est dangereux. »« Je sais. » Mathis regarda par la fenêtre. Le soleil commençait à se lever. « Mais un enfant qui n'a rien à perdre est encore plus dangereux. » Thomas sourit. C'était ça. Le feu de Gabriel brûlant chez son petit-fils. À 7 heures du matin, le téléphone de Mathis sonna. Numéro inconnu. Il répondit à voix haute. « Oui. » La voix de Monsieur Salcedo était froide comme la glace. « Dernière chance, mon garçon. Retirez-vous de l'Assemblée. Vendez les actions. Je double l'offre. 30 millions. Aujourd'hui. Maintenant. » Tous dans la pièce regardèrent Mathis. L'enfant qui, quelques jours auparavant, voulait juste voir son solde pour aider sa grand-mère. L'enfant qui avait pleuré de terreur dans un entrepôt abandonné. L'enfant qui portait le poids de 2000 familles sur ses épaules. Il inspira profondément. « Monsieur Salcedo, il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de mon grand-père. Il n'a pas abandonné quand on s'est moqué de lui. Il n'a pas fui quand les choses sont devenues difficiles. Et je suis son petit-fils. C'è un non. C'est un non. Aujourd'hui, demain et toujours. » Mathis serra le poing. « Rendez-vous à l'Assemblée et que le meilleur gagne. » « Oh, mon garçon. » Monsieur Salcedo rit. « J'ai déjà gagné, seulement vous ne le savez pas encore. » Et il raccrocha. Le silence dans la pièce était tendu. « Que pensez-vous qu'il voulait dire par là ?» demanda Hélène. « Peu importe, » dit Mathis, bien que son cœur batte avec une peur renouvelée. « Parce que nous avons aussi des surprises. » Thomas posa une main sur son épaule. « C'est l'heure. » Mathis se leva, lissa ses vêtements, regarda chaque personne dans cette pièce. Des personnes que Gabriel avait touchées. Des personnes qui le protégeaient maintenant. « Nous allons gagner ceci, dit-il, pour grand-père, pour toutes les personnes qu'il a aidées, pour toutes celles qui ont encore besoin d'aide. » Et tandis qu'il sortait de la petite maison pour l'Assemblée qui allait tout décider, Mathis sentit quelque chose. Ce n'était pas l'absence de peur, c'était quelque chose de plus puissant, c'était un but. Et avec cela, il pouvait déplacer des montagnes, ou du moins vaincre un millionnaire arrogant. La guerre finale était sur le point de commencer, et Mathis était prêt. La salle des assemblées d'Industrie Progrès ressemblait à un colisée romain. Des rangées de chaises faisaient face à une longue table où s'assiéraient les principaux actionnaires. Des caméras de télévision étaient déjà positionnées. Des journalistes chuchotaient, l'air vibrait d'anticipation. Monsieur Arnaud Salcedo était déjà assis à sa place, entouré de 5 avocats. Son costume était impeccable, son sourire confiant. Quand Mathis entra avec Thomas, Richard et Hélène, ce sourire s'élargit. « Ah, voilà notre petit actionnaire !» dit-il à haute voix pour que tout le monde entende. « Je pensais que vous auriez reconsidéré. » Mathis marcha directement vers son siège assigné. Il ne répondit pas. Son silence fut plus puissant que n'importe quel mot. Les actionnaires minoritaires arrivèrent. 18 personnes qui représentaient les 25% restants. Des visages nerveux, des yeux calculateurs. Il s'avère qu'aujourd'hui, leur vote déciderait du destin de milliers. Monsieur Arthur, en tant que représentant neutre de la banque, agirait comme modérateur. « Nous ouvrons l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires », annonça-t-il. Le sujet à voter. L'élimination de la clause de protection sociale des salariés mise en œuvre par M. Gabriel Dubois. Un murmure parcourut la salle. M. Salcedo se leva avec une élégance étudiée. « Mesdames et messieurs, nous connaissons tous la crise économique actuelle. Les entreprises doivent s'adapter ou mourir, commença-t-il. Sa voix était douce mais ferme. La clause que Gabriel Dubois a mise en œuvre était noble à son époque, mais aujourd'hui elle est insoutenable. Il fit un signe. Un de ses assistants projeta des graphiques à l'écran. Comme vous pouvez le voir, nos bénéfices ont chuté de 10 à 8% au dernier trimestre. Les coûts de main-d'œuvre représentent 70% de nos dépenses. Si nous n'agissons pas maintenant, nous devrons fermer 2 usines, licencier 500 personnes.
Les actionnaires minoritaires murmurèrent, inquiets. C'est pourquoi je propose d'éliminer la clause, non par cupidité, mais par survie. Il s'agit de sauver 800 emplois au prix d'une réduction des avantages de 100. Une mathématique cruelle, mais nécessaire. Il s'assit. Certains actionnaires acquiescèrent. Les chiffres semblaient irréfutables. Monsieur Arthur regarda Matisse. « Souhaitez-vous répondre ?» Matisse se leva. Ses jambes tremblaient. Tous les regards sur lui. Les caméras enregistrant. Le poids du monde sur les épaules d'un enfant. « Ces chiffres sont un mensonge, dit-il simplement. Monsieur Salcedo rit. « Pardon ? Un mensonge, répéta Matisse plus fort. Manipulé, fabriqué, fraude comptable. C'est une accusation grave. » Un des avocats se leva. « Saleste. » Matisse sortit la clé USB que Louis leur avait donnée. « C'est pourquoi j'ai des preuves. » Richard connecta le dispositif au projecteur. Les fichiers commencèrent à apparaître. « Ce sont les vrais chiffres d'Industrie Progrès, » expliqua-t-il. Pas une chute de 10 à 8%, mais une croissance de 12%, pas de crise, mais un bénéfice record. Monsieur Salcedo pâlit. « D'où avez-vous obtenu cela ?»« De votre comptable. » Matisse le regarda droit dans les yeux. « Louis Bernard, l'homme qui a manipulé les chiffres pour vous pendant 10 ans, l'homme qui ne pouvait plus vivre avec le Louis a été licencié pour incompétence, intervint rapidement Monsieur Salcedo. Il est rancunier et vengeur. Body fine as land. Body fine as land. Body fine as landers. Deeply Donny's landers. Donny's landers. Donny's landers landers. Donny's landers landers landers. Donny's landers. Alors, ces courriels sont-ils aussi faux? Hélène se leva, montrant des communications. C'est là que vous lui ordonnez spécifiquement d'exagérer les pertes, de minimiser les bénéfices, le tout avec date et signature numérique. Le silence était absolu. Et ses mouvements vers des comptes offshore, continua M. Arthur, qui avait examiné les fichiers. Évasion fiscale, dissimulation d'actifs, manipulation de marché. M. Salcedo se leva brusquement. C'est une conspiration. Un enfant jaloux et ses marionnettes essayant de... Marionnettes. La voix coupa l'air comme un couteau. Tous se tournèrent. Carmela Dubois entrait dans la salle, appuyée sur le bras de Jean, l'agent de sécurité de la banque. « Je suis Carmela Dubois », dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Veuve du fils de Gabriel Dubois, grand-mère de Matisse. Monsieur Salcedo la regarda avec dédain. « Madame, ceci est une assemblée d'entreprise, pas un drame familial. Kante ça, Evenchen, and Bisingpod, and Pod. Vous avez raison. » Carmela fit un pas en avant. « Ce n'est pas un drame familial, c'est la justice. » Elle sortit des papiers de son sac à main. « Il y a des semaines, on m'a offert une chirurgie gratuite pour mes yeux, gracieuseté de la Fondation Salcedo. J'ai refusé l'offre parce que je savais que c'était un pot de vin. »« C'était une charité sincère, » protesta M. Salcedo. « Comme votre don à l'école de mon petit-fils ?» Carmela sourit tristement. « Celui qui venait avec la condition de le signaler aux services sociaux. J'ai les enregistrements. La directrice les a fournis volontairement. » Matisse regarda sa grand-mère avec étonnement. Il ne savait pas qu'elle avait obtenu cela. « Vous ne vous battez pas avec des chiffres, Monsieur Salcedo, » continua Carmela. « Vous vous battez avec la peur, avec le chantage, avec la manipulation. Mon beau-père, Gabriel Dubois, s'est battu avec honnêteté, avec le travail, avec l'amour, et à la fin, l'amour gagne toujours. » Elle se tourna vers les actionnaires minoritaires. « Chacun de vous est ici parce que Gabriel vous a aidé. À un moment donné. Il a investi quand personne d'autre ne le ferait. Il a cru en des projets que d'autres ont rejetés. Il vous a donné des opportunités. » Plusieurs actionnaires baissèrent le regard. C'était vrai. Et maintenant, son petit-fils vous demande d'honorer cette mémoire, de protéger les travailleurs comme Gabriel l'aurait voulu. Non par sentimentalité, mais par principe. Carmela retourna à sa chaise, mais non sans embrasser le front de Matisse. L'enfant avait des larmes aux yeux. Sa grand-mère, sa fragile grand-mère, avait été une lionne. Monsieur Salcedo respirait bruyamment. Tout s'effondrait. Mais il avait une dernière carte. « Très émouvant, » dit-il d'une voix venimeuse. « Mais il y a quelque chose que personne d'entre vous ne sait. » Il fit un signe. Un autre de ses avocats projeta des documents. Gabriel Dubois a des dettes en suspens, des prêts personnels qu'il a faits à des travailleurs et qui n'ont jamais été remboursés. Cela totalise 4 millions d'euros. En tant qu'héritier, Matisse doit les payer. Thomas se tendit. « Et par hasard, » continua M. Salcedo avec un sourire triomphant, « j'ai acheté toutes ces dettes. Je les ai consolidées et maintenant je les fais exécuter. Matisse me doit 4 millions d'euros aujourd'hui, où je devrais saisir ses actions pour couvrir la dette. » L'air quitta la pièce.
C'est légal ?» murmura un des actionnaires. « Complètement. » Monsieur Salcedo croisa les bras. « Alors, petit Matisse, vous décidez. Vous me vendez volontairement les actions pour 30 millions ou je vous les prends, par saisie, pour couvrir 4 millions de dettes? Vous choisissez. » Le silence était sépulcral. Matisse regardait les documents. Ils étaient réels. Son grand-père avait prêté de l'argent à des personnes dans le besoin. Il n'avait jamais espéré être remboursé, et maintenant, cela devenait une arme contre son petit-fils. « Vous avez 5 minutes pour décider », dit M. Salcedo en regardant sa montre avec satisfaction. Matisse ferma les yeux, pensa à son grand-père, à toutes les personnes qu'il avait aidées, à la façon dont cet amour revenait maintenant comme une armée. Et alors il comprit. Il ouvrit les yeux et sourit. « Vous n'avez rien à saisir, Monsieur Salcedo. »« Pardon ?» Monsieur Salcedo cligna des yeux, confus. Richard se leva. « Il y a 3 jours, lorsque nous avons appris ce plan, nous avons contacté chaque personne qui devait de l'argent à Gabriel. Nous leur avons offert une option. S'ils pouvaient payer, même une partie, qu'ils le fassent. S'ils ne pouvaient pas, nous couvririons la dette en leur nom. Vous savez, ce qui s'est passé ?» Hélène continua. « Chaque personne, absolument chaque personne a insisté pour payer. Certains ont vendu des choses, d'autres ont demandé des prêts à des proches. Des travailleurs ont collecté de l'argent entre eux. Monsieur Arthur projeta de nouveaux documents. En 72 heures, 3 900 000 € ont été collectés. Les 100 000 € restants ont été couverts par un don anonyme. « De qui ?» demanda M. Salcedo, sa voix se brisant. « De moi », dit une voix depuis l'entrée. Tous se tournèrent. Louis Bernard était à la porte. « J'ai vendu ma maison, ma voiture, tout et j'ai payé les 100 000 € manquants. C'est le moins que je puisse faire après des années à aider à détruire ce que Gabriel a construit. » M. Salcedo chancela. « C'est la justice », compléta Matisse. « Oui, ça l'est. » M. Arthur se leva. « Il n'y a plus d'arguments. Il est temps de voter. Élimination de la clause de protection sociale des salariés. Ceux qui sont pour, levez la main. » M. Salcedo leva la main. Il regarda les actionnaires minoritaires. Personne d'autre ne leva la main. Pas une seule personne. Ceux qui sont contre, Matisse leva la main, et un par un, tous les autres actionnaires firent de même. 18 mains. Plus Richard, plus Hélène, plus Carmela depuis sa chaise. La motion est rejetée à l'unanimité, annonça M. Arthur. La clause de protection sociale des salariés demeure. Les applaudissements éclatèrent. Non seulement des présents. Les portes s'ouvrirent et des dizaines de travailleurs qui attendaient dehors entrèrent en applaudissant, en pleurant, en s'embrassant. M. Salcedo regardait la scène, le visage décomposé. Il avait complètement perdu. « Il y a une chose de plus, » dit M. Arthur. « En raison des preuves de fraude présentées aujourd'hui, la banque gèle tous les comptes corporatifs de M. Arnaud Salcedo jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée. That is the Jones Council, Frank Fassa, one person, when the ban, and the Dayland, and the Senga, Brazenga, and the Senga bound, and the Sund, et l'administration fiscale a déjà été notifiée, ajouta Hélène, concernant l'évasion fiscale. Et les médias ont toute l'histoire, Richard désigna les journalistes. Demain, tout le pays saura quel genre d'homme il est vraiment. Monsieur Salcedo regarda Matisse, non plus avec arrogance, mais avec quelque chose de pire, avec peur. « Vous avez ruiné ma vie, petit. » Matisse s'approcha. Il ne tremblait plus, il n'avait plus peur. « Non. Vous avez ruiné votre propre vie quand vous avez décidé que l'argent valait plus que les gens. Mon grand-père m'a appris autre chose. Il m'a appris que le vrai succès se mesure au nombre de vies que vous améliorez, pas au montant d'argent que vous accumulez. » « Belle parole, cracha M. Salcedo. On verra combien de temps elles durent dans le monde réel. Elles ont duré 70 ans chez mon grand-père, répondit Matisse. Et elles dureront encore 70 ans chez moi. M. Salcedo sortit de la salle suivi de ses avocats, vaincu, humilié, seul. Mais Matisse ne ressentit aucune joie, seulement de la tristesse de voir ce que la cupidité fait aux âmes. Le petit parc avait été entièrement rénové. De nouveaux bancs, des jeux pour enfants, des arbres plantés et au centre, une plaque de bronze. Parc Gabriel Dubois, en l'honneur d'un homme qui a construit des empires, mais n'a jamais oublié son humanité. Son héritage vit dans chaque vie qu'il a touchée. Matisse lut la plaque pour la 100e fois. À ses côtés, Carmela regardait avec des yeux nouveaux, des yeux qui n'étaient plus voilés. La chirurgie avait été un succès. « Je peux le voir, mon enfant, » dit-elle, les larmes dans ses yeux clairs. « Je peux voir les couleurs, les fleurs, ton visage. » Ils s'embrassèrent. Richard s'approcha avec des documents. « Les entreprises ont rapporté le trimestre le plus rentable en 5 ans. Les travailleurs sont heureux.
La productivité a augmenté, et tout cela grâce au maintien de la clause. Non, grâce à moi, dit Mathis. Grâce à grand-père. Grâce à vous deux, corrigea Hélène, qui s'était également jointe à eux. Gabriel a planté l'arbre. Vous l'avez protégé. Louis Bernard arriva, vêtu simplement, mais le visage serein. J'ai trouvé du travail, annonça-t-il. Rien de glamour, comptable dans une petite entreprise familiale. Mais c'est honnête, et je peux dormir la nuit. Yes, part is the conco. In the stallion. Ifi namazi. Je suis content, Mathis lui serra la main. Suzanne Dupont, la directrice, arriva avec un groupe d'élèves. Les enfants voulaient rencontrer le bienfaiteur anonyme qui a fait un don de 100 000 € à l'école. Il n'y a pas de bienfaiteur anonyme ici, dit Mathis en faisant un clin d'œil. Juste un joli parc dont tout le monde peut profiter. Les enfants coururent vers les jeux. Leurs rires emplissaient l'air. Jean, l'agent de sécurité, observait de loin avec un sourire fier. Thomas s'assit sur un banc à côté de Carmela. « Nous avons réussi, vieil ami », murmura-t-il en regardant le ciel. « Ton petit-fils est tout ce que tu espérais et plus encore. » Cette nuit-là, dans la petite maison que Mathis refusa de quitter, malgré la possibilité d'acheter des manoirs, il ouvrit une dernière enveloppe que Thomas lui avait donnée. « Gabriel m'a donné ceci pour te le remettre quand tout serait terminé », expliqua le vieil homme. « Il a dit que tu saurais quand le moment serait venu. » Mathis ouvrit l'enveloppe de main tremblante. À l'intérieur, il y avait une lettre, mais aussi une vieille photographie. Gabriel jeune portant un bébé. Au verso, une date et une note. Mathis, un jour vieux, ma raison de construire des lendemains meilleurs. La lettre disait « Mon cher petit-fils, si tu lis ceci, cela signifie que tu as survécu à la tempête, que tu as affronté les loups et que tu ne les as pas laissés te dévorer. Je suis fier de toi d'une manière que les mots ne peuvent exprimer, mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Je ne t'ai pas laissé cet argent pour te rendre riche. Tu étais déjà riche. Riche en caractère, en bonté, en amour. Je te l'ai laissé comme un outil pour construire le monde dont nous rêvons, mais que ma génération n'a pas pu achever. Chaque euro que tu gagneras, utilise-le pour élever quelqu'un d'autre. Chaque victoire que tu remporteras, partage-la avec ceux qui t'ont aidé. Chaque fois que tu te sentiras seul ou effrayé, souviens-toi, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Ton père est avec toi. Tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé sont avec toi. Le véritable héritage ne se mesure pas en argent, il se mesure en sourires, en larmes de joie, en enfants qui peuvent jouer dans des parcs sûrs, en familles qui peuvent dormir sans craindre de perdre leur gagne-pain. Tu es mon héritage, Mathis, et tu es déjà parfait. Avec tout mon amour. Ton grand-père, Gabriel, P.S. Dis à ta grand-mère que je l'ai toujours admirée, qu'elle a élevé le meilleur fils et qu'elle a maintenant élevé le meilleur petit-fils, que la prochaine génération est entre de bonnes mains. Mathis pleura. Mais c'était des larmes différentes. C'était des larmes de paix, de clôture, d'amour qui transcendaient la mort. Carmela l'embrassa. Thomas posa sa main sur son épaule. Et quelque part, au-delà du temps et de l'espace, Gabriel Dubois souriait. 10 ans plus tard, un enfant de 8 ans vendait des bonbons à un coin de rue. Ses vêtements étaient usés, mais propres. Ses yeux brillaient de détermination. Un jeune homme de 21 ans s'arrêta devant lui. « Combien coûte-t-il »« 1 euro chacun, monsieur. » Le jeune homme acheta toute la boîte. « Que comptez-vous faire avec cet argent ?»« Aider ma maman. Elle est malade. » Le jeune homme sourit. Il sortit une carte de son portefeuille. « Tiens, appelle ce numéro demain. J'ai un programme de bourse pour les enfants qui travaillent. Nous t'aiderons pour l'école et pour ta maman. » L'enfant prit la carte, les yeux incrédules. « Pourquoi m'aidez-vous » ? « Parce que quelqu'un m'a aidé une fois et m'a appris que l'amour se multiplie quand on le partage. » Le jeune homme s'éloigna. Dans son portefeuille, une vieille photographie d'un homme qu'il n'avait jamais connu, mais qu'il avait aimé inconditionnellement. Mathis Dubois marchait dans les rues où il avait autrefois vendu des bonbons, mais maintenant il ne vendait plus de bonbons. Il plantait de l'espoir, et la récolte serait éternelle. Les entreprises que Gabriel avait construites prospérèrent sous la direction de Mathis. La Fondation Dubois accordait 1000 bourses annuelles à des enfants travailleurs. Carmela, avec ses yeux clairs et brillants, visitait personnellement chaque cas, s'assurant qu'aucun enfant ne traverse ce que Mathis avait traversé. Thomas Bernard, déjà âgé de 90 ans mais avec un esprit inébranlable, donnait des conférences dans les écoles, racontant l'histoire de Gabriel. « Le vrai succès, disait-il toujours, ne se mesure pas en compte bancaire, il se mesure en vie transformée. » Monsieur Arnaud Salcedo fut poursuivi pour évasion fiscale et fraude. Il perdit son empire, perdit sa réputation, perdit tout. Dans un revirement qui surprit beaucoup,
Matisse lui offrit un emploi humble dans l'un des entrepôts de l'entreprise. « Mon grand-père croyait aux secondes chances », lui dit-il. Arnaud refusa l'offre. L'orgueil fut sa dernière défaite. Et ainsi l'héritage de Gabriel Dubois continua. Non pas dans des bâtiments portant son nom, non pas dans des statues de marbre, mais dans chaque enfant qui put étudier, dans chaque famille qui put manger, dans chaque travailleur qui put vivre avec dignité,